Please be seated. Le Président, avant que nous ne poursuivions, Monsieur Tradi, je souhaite brièvement aborder quelque chose qui ne s'avérera peut-être pas comme étant une question importante, mais Monsieur Groom, vous avez commencé ce matin vos arguments en disant que l'accusation va répondre à la requête du général Mladic demandant à ce que cette Chambre prononce un acquittement sur tous les chefs d'accusation de l'acte d'accusation au motif qu'il n'y a pas d'éléments de preuve capables de justifier une condamnation. Les juges de la Chambre ne sont au courant d'aucune requête. La Chambre, en revanche, sait que la défense a annoncé et demandé à avoir l'occasion de présenter des arguments qui pourraient être utiles aux juges de la Chambre en vertu en vertu de ses obligations, en vertu de l'article 98 bis. Et un peu plus tard, vous avez dit que de nombreux chefs d'accusation n'étaient pas contestés. Encore une fois, je m'adresse à vous, Maître Ivetic. La Chambre de la première instance comprend la situation de la façon suivante, à savoir que la défense souhaitait présenter des arguments de façon à ce que la Chambre puisse remplir ses obligations en vertu de l'article 98 bis. Et dans ce contexte-là, vous souhaitez présenter des arguments précis sur certaines accusations au chef d'accusation que vous avez énumérées et indiqué qu'il y en avait 4. Évidemment, les obligations en vertu de l'article 98 bis s'applique toujours en dehors de cette question-là. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce que vous venez de dire, Maître Ivetic. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le juge. Le Président, Monsieur Groom, est-ce clair maintenant où l'article 98 bis n'évoque pas de requête. Et il n'y a pas de requête qui a été présentée à la Chambre. Monsieur Groom, oui, tout à fait. Le Président, je vous remercie. Après avoir clarifié ce point, j'invite Monsieur Traldi à poursuivre la présentation de ses arguments. Monsieur Traldi, je vous remercie, Monsieur le Président. J'étais sur le point d'aborder la campagne des membres de l'entreprise criminelle commune. Le général Mladic et son rôle intégral est le plus visible au niveau de l'escalade rapide de cette campagne, après avoir officiellement occupé le poste de commandement de l'état-major de la VRS. Regardez la diapositive C7. Un document du premier corps de Kraïna daté du 21 mai 1992 qui note qui prend acte de la nomination de Mladic ainsi que de la création du commandement unifié et la nécessité, je cite, de se battre pour qu'il y ait une séparation complète des peuples musulmans et croates. En l'espace de quelques jours, la VRS menait des opérations à grande échelle sur l'ensemble du territoire de Bosnie. Un officier haut gradé de la VRS a dit dans sa déposition que le nettoyage du territoire pour des raisons ethniques constituait une caractéristique normale de ces opérations. Page du compte-rendu d'audience 5012 à 5013. Le caractère criminel de ces opérations est manifeste si on regarde les documents émanant des Serbes de Bosnie. Les rapports du MUP de la RS sur les meurtres et personnes tuées et blessées et des centaines d'habitants dans les villages non serbes de Prijedor, diapositive C8. Ces attaques sont reprochées dans l'acte d'accusation sous les événements A6.1 à 6.3. La défense a suggéré hier que l'accusation n'avait pas véritablement identifié les auteurs. En lieu et place de cela, il s'agit plutôt d'un exemple qui précise que les crimes ont été commis dans le cadre d'une opération à grande échelle, et ce, sous le commandement de la VRS et des forces serbes subordonnées au commandant local
et à leur commandant de corps, et ensuite évidemment au général Mladic. S'agissant d'opérations à prix et d'or à cette époque, je vous renvoie au P 2243 et au P 2875. D'autres municipalités ont connu des opérations de nettoyage analogues. P 2889 et P 3294, par exemple, décrivent des opérations qui se sont déroulées à Sanskimost. Et alors que la défense conteste l'identité des auteurs de deux autres événements qui se trouvent dans les annexes, Adrum et Kenyari, vers ces dates, dans chaque cas, la Chambre a reçu des éléments de preuve indiquant que les auteurs comprenaient des soldats qui portaient un uniforme. Messieurs les juges, je vous renvoie aux pièces P 2489 et P 3391. Et la diapositive C9 montre comment ces opérations ont été menées de l'autre côté de la Bosnie. Le commandant Andrić a ordonné des expulsions de femmes et d'enfants du secteur de Birac et ceci était organisé de façon concertée et coordonnée, et que les hommes devaient être conservés dans des camps pour être échangés. Et si vous regardez par exemple le P 3737, le P 524, le P 4004 et le T 2490, page 46. Dans l'Arak, le P 3872 montre une politique analogue et le P 3590 et P600 montrent des milliers de personnes expulsées de Croatie lors de la mise en œuvre de cette campagne. Quelques éléments importants sur cette campagne. Éléments clés sur cette campagne à la fin du mois de mai et début du mois de juin, à la diapositive numéro C10. Les autorités bosno-serbes ont terminé leurs opérations en chassant des hommes et des femmes et des enfants et les obligeant à rester dans des conditions à les détenir, qu'il s'agissait ou non de combattants d'hommes armés dans des centres de détention et dans des conditions terribles. Et les rapports de Mladic autour de ces dates illustrent qu'il y avait un nombre important de prisonniers, y compris des femmes, des enfants qui étaient retenus dans le pays, sur l'ensemble du pays, l'Arak, Rajlovac, Ilija, Šušica et toutes ces zone. La création de centres de détention s'est accélérée après les dernières opérations à la fin du mois de mai parce que la VRS avait fait prisonnier des non-serbes. Et que ce camp, par exemple, C11 avait été créé sur ordre du général Mladic. Je vous renvoie donc à la pièce P1189 et P77 des crimes. P777 des crimes graves ont été commis à Batkovic. Plusieurs prisonniers ont été tués à la T 9355, un témoin bosno-serbe a déclaré qu'il s'agissait d'une honte. Hier, la défense a affirmé que les éléments de preuve n'étaient pas suffisamment précis s'agissant des auteurs des crimes commis à Batkovic, parce qu'encore une fois, le commandant est resté dans la chaîne de commandant et le commandement était subordonné au corps de Bosnie orientale et à Mladic, et les gardes ont été subordonnés. Effectivement, tous les camps qui sont reprochés dans l'acte d'accusation relevaient de la chaîne de commandement soit de l'armée, soit de la police, qui étaient directement subordonnés aux membres de l'entreprise criminelle commune. Un exemple qui se situe à peu près à ce moment-là nous illustre quelle a été la coopération entre les militaires et la police dans le cadre de la commission des crimes dans ces centres. Au début du mois de juin, peu après les opérations de l'Arak, une délégation de fonctionnaires de haut rang, ou plutôt d'officiers du premier corps de la Krajina, y compris le général Talic, s'est rendu dans ce nouveau camp à Manjača. Et ils ont pu voir que les prisonniers avaient des visages ensanglantés et qu'ils avaient du sang sur leurs vêtements. Le premier corps de la Krajina s'est coordonné à ce moment-là avec la cellule de crise de Sanskimost pour les transférer de Sanskimost. Et je cite ici la pièce 3001
et P2409 ainsi que 3255 et P2362 où nous voyons à quel point les non-serbes étaient des personnes dont on n'a pas souhaité la présence dans la municipalité. Dans le cadre de ce transfert, au moins 6 personnes ont été tuées. C'est l'événement B1.1 est un autre événement pour lequel la défense a fait valoir hier qu'aucune responsabilité pour cela n'était engagée par la VRS. En revanche, c'est tout à fait à l'opposé. Cet événement illustre à quel point il y a eu coopération entre les forces de l'entreprise criminelle commune dans le cadre de la commission des crimes liés au camp de détention. La diapositive suivante, C12, nous montre une sélection de témoignages fournis par des témoins sur la détention, comment cette détention a été utilisée en tant qu'instrument pour chassés par la force les non-serbes. Les autorités bosno-serbes ont décrit leur politique de manière comparable. La diapositive C13 montre le ministre Stanisic qui rend compte au président Karadzic et lui dit que la VRS arrêtera autant de civils musulmans que possible. De nombreux ont été placés dans des camps dans des conditions très mauvaises, des camps gérés par le MOUP. Et je vous renvoie à la pièce P 3874. La défense a affirmé hier que certains camps engagent l'activité des membres du MOUP de la RS. Bien sûr, cela est vrai, comme cela a toujours été avancé dans le cadre de notre thèse. Le système de camp illustre bien à quel point ces différents membres de l'entreprise criminelle commune et leurs forces ont coopéré dans la mise en œuvre de l'objectif criminel commun. Pendant que le ministre Stanisic se réfère dans ce document aux camps qui sont entre les mains du MOUP, les détenus des camps entre les mains de la VRS étaient avant tout des civils également. La PSP 221 nous montre un rapport du camp de Maniacha de juillet 1992, juste quelques jours après ce document, et affirme clairement ce qu'était Maniacha, quel était son caractère, un camp pour la ségrégation des musulmans et des Croates, et l'histoire ne nous le pardonnera pas. Au début du mois de juin 1992, le témoin Wilson interpelle Mladic et Madame Plavšić, membre de la présidence, sur la détention massive des civils non serbes. Je vous renvoie à la page 3997 du compte rendu d'audience, mais cela s'est poursuivi tout au long de la guerre. Je vous renvoie aux pièces P 355, page 63, P 2886, P 3808 et P 4008. Et la diapositive suivante nous montre l'interdépendance au sein de ce système de camps. Par exemple, le général Mladic pouvait donner des affectations aux différents camps en passant par sa chaîne de commandement, comme il a fait pièce P201 et pièce P7879. Et nous avons ici les événements qui correspondent à la détention des annexes référées aux annexes B et C. Vous pouvez voir les lignes qui représentent les transferts qui ont eu lieu entre les différents camps et le grand nombre de lignes qui montrent les centres Maniacha, par exemple, en nord-ouest et Kula, près de Sarajevo. Bien sûr, des dizaines d'autres camps se trouvent éparpillés sur le territoire de la Bosnie. Sur la gauche de cette carte, vous voyez donc la pièce P2225. À gauche, vous voyez que, par exemple, la détention qu'a subi ce témoin qui a été placé dans 7 centres de détention différents dans le secteur de Sarajevo en été 1992, y compris la prison de Kula. Et cela n'a été possible que parce que ces camps faisaient partie d'un système unique, coordonné. Alors, pourquoi est-ce qu'on irait placer en détention des dizaines de milliers de civils, les placer dans les camps? Parce que cela faisait partie de la mise en
en œuvre de ce plan de chasser de manière permanente et par la force les non-serbes. Et vous pouvez voir cela sur la diapositive C15, les lignes vertes qui montrent des libérations de Croates ou de musulmans vers le ou plutôt comment ils ont été comment on leur a permis de partir sur le territoire entre les mains des Croates et des musulmans. Par exemple, Skomaniacha a été fermé sur ordre de l'état-major principal. La VRS a déporté certains détenus en Croatie. Vous voyez la ligne verte sur la gauche de la carte. Et d'autres détenus ont été envoyés dans d'autres camps du système bosno-serbe et ont été cachés aux yeux de la communauté internationale. Alors, beaucoup de non-serbes étaient détenus dans les camps. Les opérations visant à nettoyer ethniquement le reste des villages se sont poursuivies pendant ce temps-là, tout au long de l'été et de l'automne. Et je vous renvoie à la pièce P520 sur Ključ et P2440 sur Prijedor. Et hier, la défense a affirmé que l'accusation n'avait pas identifié de manière précise les auteurs des crimes qui ont été commis pendant ces opérations. Cela porte sur les événements 65 et 69. Et là encore, il s'agit d'opérations coordonnées placées sous le commandement de la VRS de manière tout à fait claire. Pour ce qui est de Prijedor, je vous renvoie également à la pièce P 2365, 2432 et les pages du compte d'audience 17805 à 17807 entre autres. Les opérations de Prijedor sont particulièrement frappantes. Un officier de la 6e brigade a dit à RM 95 que les zones musulmanes de Brdo et de Bišćani seraient nettoyées, même si la population avait rendu leurs armes. Les non-serbes de ces zones ont été massacrés par la suite, et ceux dans différents villages, et d'autres ont été apportés à Keratem, à Omarska, et c'est là que des centaines d'entre eux ont été tués. Et un groupe qui a été chargé de collecter les corps des non-serbes qui avaient été tués dans une de ces zones à Bišćani a dû s'arrêter 19 fois pour pouvoir ramasser les corps des victimes. Cette campagne s'est poursuivie. On a dévasté les communautés bosno-croates. Des massacres ont eu lieu tout au long de l'été et de l'automne. Et je vais vous renvoyer brièvement à l'un de ces massacres qui vous est bien connu, à savoir celui de l'école de Grabovica. Le général Mladic avait pris part personnellement en négociations portant sur la reddition de Večići et la présidence de guerre a suivi ses consignes. Je vous renvoie à la pièce P 2884 et par la suite les forces de la VRS ont capturé les musulmans en fuite, les ont rassemblés dans l'école et ont massacré à ce moment-là au moins 150 prisonniers. Voyons la diapositive suivante, C16, qui nous montre le massacre dont on a rendu compte vers les échelons supérieurs de la chaîne de commandement et jusqu'à l'état-major principal. Le lendemain, le premier corps de la Krajina a fait rapport également. Aucun soldat de la VRS n'a jamais été puni et quasiment tous les corps des victimes sont encore portés disparus à ce jour. Après avoir nettoyé la plus grande partie de cette zone qui était revendiquée par eux, les membres de l'entreprise criminelle commune, alors se sont concentrés sur les enclaves qui restaient dans la vallée de la Drina. Alors, je vous renvoie aux pièces P320 et 2813 pour voir l'état d'avancement de la campagne à ce stade. Le général Mladic a donné l'ordre de créer le corps de la Drina, à savoir la pièce P3659. Des parties très importantes de cette zone avaient déjà été ethniquement nettoyées et maintenant les membres de l'entreprise criminelle commune avaient un nouveau corps d'armée à leur disposition, corps de la VRS, pour terminer ce travail. Il comprendrait les brigades placées sur Rajko Kušić et Svetozar Andrić. La deuxième brigade motorisée de Romagna de Kostić est devenue partie de ce corps par la suite. Et chacune de ces unités avait été déjà responsable de crimes graves. Le 8 novembre, après le massacre de Grabovica, Mladic a réuni ses commandants de corps et les membres de l'entreprise criminelle commune Karadzic et Krajišnik. Diapositive C17 reflète certaines des notes issues de cette réunion. Mladic note ici
que Kraïchnik avait relevé. Nous avons atteint le corridor et la séparation avec les musulmans. C'est ce que nous avons réalisé. Et il a résumé par la suite l'objectif le plus important est la tâche qui a été confiée à Jivanovic, la tâche la plus importante, la séparation avec les musulmans. Et puis, quelques jours plus tard, Mladic a signé la directive 4, à savoir la pièce P 1968, qui exige que l'ennemi soit chassé de la vallée de la Drina avec la population musulmane, et le corps de la Drina a émis un ordre de mise en œuvre qui est tout à fait clair lui aussi et qui, dans la partie pertinente, demande que la population musulmane locale soit forcés à abandonner les zones de Tserskaje, Srebrenica et Goražde. J'ai cité la pièce P 2095. De nombreuses personnes habitant dans ces enclaves avaient déjà été chassées de leur foyer et pendant cette campagne, de nombreux ont été réexpulsés de nouveau à Srebrenica. Le témoin Osmanovic résume cela et je vous renvoie à la diapositive C18 à présent. Sa famille n'est n'en est qu'une parmi d'autres qui ont été chassés et qui ont été chassés de hameau en hameau, de camp en camp, dans le cadre de la mise en œuvre de cette entreprise criminelle commune. L'état-major principal et ses représentants ont directement participé au nettoyage de cette zone. Et le 15 février 1993, l'état-major principal a donné l'ordre d'attaque à la pièce P 2218 qui note que les enclaves devaient supporter un fardeau d'un grand nombre de réfugiés civils et utilise l'insulte Poturica pour parler de l'adversaire. Les villages dans cette zone ciblée ont été détruits et incendiés. Et je voudrais maintenant parler d'un dernier massacre qui a été mentionné par la défense de manière détaillée hier. Il s'agit du massacre qui est reproché à A7.5 de l'acte d'accusation. La défense, il s'agit de Shkorievita. La défense vous a dit hier que la police militaire a arrêté ses auteurs, mais a omis de vous dire que des fonctionnaires de la VRS et du SDS sont intervenus pour que ces auteurs soient libérés. Pièce P 2362, 2371 et 2375. Il est clair sur la base de la pièce P 2395 que l'un d'entre eux était un ex-paramilitaire qui a été incorporé par la suite au sein de la VRS. Alors, contrairement à certains arguments avancés par la défense, non seulement il ne s'agissait pas d'arrêter ces paramilitaires de commettre d'autres crimes, mais les responsables de la VRS et du SDS sont intervenus pour le protéger, pour qu'il ne soit pas puni à partir du moment où il était membre de ce groupe où il a participé au meurtre de ce groupe de civils croates de Bosnie qui n'étaient pas armés. Et cet événement est tout à fait pertinent dans le cadre de l'appréciation de la Chambre de l'incorporation des paramilitaires. La VRS a consolidé son contrôle sur les zones ciblées et a expulsé les populations non serbes. Dans ce cadre-là, de nombreux commandants de ces unités ont commis les pires crimes dans les municipalités et ils ont été promus suite à cela dans le cadre de leur hiérarchie. Et la dernière diapositive, C19, nous montre quelques exemples de cela. Plusieurs de ces auteurs ont commis d'autres crimes sous le commandement du général Mladic plus tard dans la guerre, tout comme Krstić et Kušić. Alors, si on prend dans son ensemble cette campagne, les éléments de preuve des crimes dans les municipalités sont clairs, fiables, et je ne peux pas me permettre de m'engager dans un examen plus détaillé de chacun des événements. Toutefois, tous ces éléments sont amplement suffisants pour que la Chambre rejette les contestations qui ont été avancées par la défense au titre des chefs 1 à 3, 1 et 3 jusqu'à 8. Je vais donner la parole à M. McCloskey à présent.
Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, bonjour à tout le monde. Le Président, eh bien, nous allons un peu trop vite parce que nous sommes encore le matin. Monsieur McCluskey, oui, je ne vois pas l'horloge d'ici. Ce n'est pas mon but aujourd'hui de vous faire un récit détaillé de la participation de Mladic dans le génocide de Srebrenica. Vous avez entendu de nombreux moyens de preuve, vous avez posé des questions pertinentes et je vais vous demander de vous référer à mon propos liminaire où j'ai exposé notre théorie de ce qui s'est passé et aussi je voudrais vous demander de vous reporter à des pièces à conviction pertinentes. J'ai à peu près 40 minutes pour vous parler aujourd'hui et je voudrais répondre à certaines contestations de M. Ivetic. Et la plupart, il s'agissait du poids à accorder, il s'agit de la crédibilité. Et ce n'est pas de cela qu'il faudrait parler aujourd'hui. Mais je voudrais répondre tout de même pour placer tout cela dans le contexte. Donc, je vais tout d'abord commencer par la directive numéro 7. Quand il a contesté, il a suggéré que Mladic était en quelque sorte à part par rapport à la directive 7. Et M. Ivetic a dit que les commandants des corps n'auraient pas dû réagir à la directive de Karadzic avant de recevoir l'ordre de Mladic qui résultait de la directive. C'est complètement faux. Le général Mladic et son état-major principal n'ont pas de temps, n'ont pas d'énergie, n'ont pas de capacité, et comme vous l'avez appris dans les documents et de la description fournie par les experts, de faire un plan de combat en détail. C'est son corps d'armée qui fait cela et ceci découle des documents si on les examine. Par exemple, Krivaya 95. Là, vous avez une opération menée à bien par les corps de la Drina qui a été approuvée par l'état-major principal. Ce n'est pas l'inverse. Donc, le corps de Drina n'attend pas pour développer un plan de combat qui va être basé sur la directive 7. Bien sûr, nous comprenons les raisons pour lesquelles M. Ivetic souhaite séparer Mladic de la directive 7, car maintenant cette directive est bien trop notoire pour ses aspects criminels. Et je ne veux pas parler de cela. Vous avez entendu cela des centaines de fois. L'objectif était de créer une situation complètement insupportable et une situation d'insécurité totale pour les habitants de Srebrenica. Créer un système de permis qui va être complètement obscur et où la population va dépendre de leur bonne volonté, de rien d'autre. Il est important de voir à quel point M. Mladic a été impliqué dans tout cela. Je ne veux pas vous montrer trop de documents. Je voudrais vous montrer un certain nombre de documents tout de même. Par exemple, le document P1469, la directive 7. Normalement, il y a une page de garde. Nous devrons voir une page de garde. Et vous allez vous rappeler que c'était envoyé donc par le chef de l'état-major, le général Milovanovic. Le général Milovanovic est la personne apte à donner des ordres, mis à part M. Mladic, le général Mladic. Et dans ce document, il envoie la directive 7 et il demande que les corps confirment la réception de la directive par retour d'une photocopie de ce document. Donc là, vous comprenez très bien que le général Milovanovic envoie un document de l'état-major principal au corps d'armée et ils comprennent que là, il s'agissait d'un ordre très, très important. Et c'est ceux qui ont vraiment signé l'ordre, ce sont les généraux Mladic, le président Karadzic, en réalité.
Et puis, on va aussi se référer aux témoignages de chefs des opérations, par exemple Obradovic et autres, qui nous ont expliqué comment on a élaboré ces directives. Elles étaient élaborées au niveau de l'état-major principal, sont intervenus de nombreux personnalités, de nombreux officiers importants chargés des opérations sécurité, questions religieuses, etc., pour créer ces documents. Et nous avons donc la directive 7. C'est le général Miletic qui a écrit cette directive. Donc c'est un document de l'état-major principal qui a été créé par l'état-major, envoyé par le président Karadzic qui le revoit, qui le signe, et ensuite c'est renvoyé à l'état-major principal, et c'est l'état-major principal qui l'envoie au corps d'armée. Et vous allez vous rappeler de ce qui est écrit dans cette directive numéro 7. Agir par des opérations de combat bien planifiées, bien organisées pour créer une situation complètement insupportable. Et donc, comme Mladic est complètement impliqué dans cette directive qui est l'œuvre de Karadzic et Miletic. Alors, la question de terminologie, qui a vraiment écrit cela? Est-ce que c'est Karadzic, est-ce que c'est Mladic? En tout cas, ceci ressemble fortement au rapport écrit par les chefs de la brigade de Bratunac, qui a été envoyé à l'état-major principal en 1994, P1505, où on parle aussi de l'importance de créer cette situation insupportable. Mais, Monsieur le Président, il est important de savoir qu'il n'est pas important de savoir qui a vraiment écrit ces documents, parce qu'il n'y avait pas vraiment de chaîne de commandement à deux vitesses ou double, car Karadzic était le commandant suprême, comme on le sait, Mladic est le commandant de l'état-major principal, qui est le corps de l'armée. Ils sont tous les deux les auteurs de ces documents, ils sont tous les deux responsables de ces documents. Monsieur Ivetic, enfin, je vais citer M. Butler, enfin, je vais vous référer à ce que Butler a dit à ces sujets. Ceci se trouve au niveau du compte rendu d'audience 1658 et 1660. Mais M. Ivetic, pour revenir à M. Ivetic, a aussi dit que Mladic, dans la directive 7.1, sa directive, donc, qui est publiée le 31 mars, donc très peu de temps après la directive 7, remplace un peu ces termes très fort, voire punissable, criminel, que l'on trouve dans la directive 7. Non, ce n'est pas exact. Il est clair, quand vous examinez les documents et quand vous les comparez côte à côte, il est clair que la directive 7.1, finalement, reflète la directive 7, cite la directive 7. Et la directive 7.1 est très précise. Il s'agit là des opérations de combat, et ne dit rien de particulier par rapport aux enclaves. Ce qui est écrit dans la directive 7 est toujours de vigueur. Et c'est toujours important. Nous le savons, car le général Jivanovic, dans la pièce P1468, envoyée le 20 mars, avant la directive 7.1, il cite la directive 7 en utilisant donc ce même langage, cette même terminologie inacceptable. Ce qui est aussi important, c'est que le 2 juillet, le corps de Drina développe la pièce à conviction P1465. Il s'agit de la plante d'attaque de Krivaya 95. Et là, vous avez un plan d'attaque qui va retracer les directives 7 et 7.1. Si vous vous souvenez du plan d'attaque de Krivaya 95, vous allez vous rappeler que Mladic a donné son approbation par rapport à cela. Vous allez vous rappeler de la carte qui accompagnait cette pièce à conviction, la pièce P 1094. 84, Mladic l'a signé, il a même fait un commentaire. Il a donné son approbation pour ce plan et il a ajouté réduire l'enclave aux zones urbaines des enclaves de 2 ou 1 kilomètre, c'est-à-dire qu'il faut
placer 335 000 personnes dans ce petit territoire. Et puis, à nouveau, il dit créer des conditions propres à l'élimination des enclaves. Et là, nous avons encore une fois la réflexion de ce qui est dit dans la directive 7, approuvée par Mladic, développée par l'école de Ladrile. Monsieur Ivetic a dit que les forces du MOUP de Srebrenica agissaient de leur propre chef et pas qui n'étaient pas placés sous le commandement de l'armée de Mladic. Butler, dans le compte-rendu aux pages 16 2006 et 16 2009, en parle. La première pièce à conviction que Butler va évoquer, eh bien, ça va être l'ordre du 10 juillet par Tomo Kovic, qui était le ministre en exercice. Il s'agit de l'ordre de Borovchanin qui demande de faire le rapport du front de Trnovo, où il se trouve avec d'autres unités de la police spéciale et d'autres unités. Donc il faut qu'il se rende à Srebrenica, dans la zone de Srebrenica, et qu'il fasse un rapport au général Krstić. Et donc, M. Butler a dit ce que cela voulait dire. Cela voulait dire qu'elles étaient placées clairement sous le commandement de l'armée, ces unités. M. Butler aussi, dans sa déposition, fait référence à la pièce P2104. Il s'agit de l'article 14 de la loi où on parle de l'utilisation de la police, des unités de police dans les opérations de combat. C'est un document qui est en date du 29 novembre 1994 et il décrit la situation où le MOUP et l'armée travaillent côte à côte. Et là, c'est l'armée qui commande, alors que le MOUP va garder le commandant de l'unité, par exemple Borovchanin, alors que le commandant global est assuré par l'armée. Et la lettre de Kovac correspond parfaitement à cette loi, à ce texte de loi. Butler en parle aussi à la page du compte-rendu d'audience 16-210. Et pour terminer mon exposé sur ce sujet, nous allons examiner la pièce P724. Là, nous avons Borovchanin, le commandant de forces de police spéciale. Et là, nous avons un rapport qui est fait après l'action et nous avons une description détaillée des activités entreprises par son unité, de mouvements entre le 11 juillet et le 20 juillet. Et une des premières choses qu'il va noter dans son rapport, eh bien, il va les envoyer au poste de commandement avancé. Et c'est là qu'il retrouve Mladic. Il va faire un rapport à Mladic. Il va recevoir des ordres de Mladic. Et Mladic lui ordonne d'aller attaquer Potocari. Et là, cela nous montre que Borovchanin était placé sous le commandement de Mladic. Donc, vous allez peut-être vous rappeler de ce rapport. Butler en a parlé. Donc, ses forces n'étaient pas encore arrivées. Il n'est pas en mesure d'attaquer Potocari cette nuit-là. Mais il arrive à attaquer Potocari le lendemain matin, le 12 juillet. Il prend ses positions autour de l'enclave, autour de Potocari. Et ensuite, il reçoit d'autres ordres du général Mladic le 12 juillet. Personnellement, M. Mladic lui donne l'ordre de se rendre sur la route, le long de la route de Bratunec-Konjevic-Polje, et qu'il faut qu'il érige de barrages pour empêcher les musulmans de fuir. Et donc, les 13 et les 14, ils sont toujours sous le commandement du général Mladic. C'est Mladic qui leur donne des ordres. Ils lui font des rapports. C'est parfaitement clair. La police spéciale et les unités travaillent côte à côte le long de la route à Potocari pour séparer les gens et pour capturer les gens qui essayent de fuir. Monsieur Ivetic a aussi suggéré que le général Mladic n'avait rien à voir avec Skorpion, qu'il n'était absolument pas au courant de leurs activités à Trnovo, quand ils ont massacré les 6 hommes dans la vidéo. Eh bien, il ne faut pas oublier tout d'abord qui étaient ces hommes-là. Ces hommes, ces jeunes hommes. C'était les gens que l'on a vus pour la dernière fois dans la zone de Srebrenica. Il ne s'agissait pas là des gens de Sarajevo.
on n'a pas établi le lien entre l'accusé et les auteurs de ces crimes. Vous dites que M. Ivetic a suggéré que que le général Mladic n'avait rien à voir avec les Scorpions et ne savait rien au sujet des Scorpions et de leurs activités à Trnovo, là où ils ont massacré les 6 hommes. Et on parle de la vidéo. Et là, vous dites, il ne faut pas oublier qui étaient ces gens-là. J'ai l'impression que vous vous concentrez sur les victimes, alors que Maître Ivetic s'est concentré ou a mis l'accent sur les auteurs de ces crimes enregistrés dans la vidéo. Monsieur McCluskey, eh bien justement, je vais en parler à présent. Le président, oui, parce que moi je n'ai entendu à aucun moment Monsieur Maître Ivetic dire que ces victimes venaient de Sarajevo et pas de Srebrenica. Donc essayez de vous concentrer vraiment, de répondre vraiment aux points soulevés par Maître Ivetic. Monsieur McCluskey, eh bien ce qui est important de noter, Monsieur le Président, c'est que Maître Ivetic essaie de séparer le général Mladic et la VRS de cet incident de meurtre. Et moi, ce que j'essaie de faire valoir, c'est que là, ce meurtre, ce massacre fait partie d'une opération de meurtre organisée qui a été développée par Mladic. Et on l'a vu au cours de la présentation des moyens de preuve. Donc, M. Mladic ne peut pas fuir sa responsabilité par rapport aux exécutions organisées des habitants de Srebrenica pendant cette période-là. Donc, ça n'est d'un. Ensuite, le point 2. M. Ivetic a suggéré que les Scorpions fonctionnaient uniquement en coordination avec la VRS. Il a dit, page 49, 8 à 10, l'unité des Scorpions en soi opérait de façon coordonnée, comme cela a été décrit par M. Tenens, plutôt que d'avoir été rattaché à la VRS. C'est quelque chose qui figure au niveau du compte-rendu d'audience 18.715 à 18.717. Le compte-rendu, cité par Maître Ivetic, vient non pas de la déposition de M. Tenens, mais du témoin protégé RM 280 qui a bien dit que les Scorpions travaillaient en coordination avec les VRS. Donc une personne d'un niveau assez bas. Mais Tenens aussi a déposé et il a dit que les Scorpions étaient subordonnés au corps de Sarajevo et Romania. C'est quelque chose qui figure au compte-rendu d'audience 20 671. Citing an exhibit. En citant la pièce P 3096. Vous allez vous rappeler, c'est le rapport de combat quotidien du 23 juillet où le commandant Dragomir Milosevic fait référence à 2 reprises aux Scorpions sous l'intitulé Nos forces. Donc ce rapport dit clairement, et il a été cité par Tenens, et vous pouvez le lire d'ailleurs, que Dragomir Milosevic avait subordonné à ses forces les Scorpions comme d'autres unités. Et puis, on peut aussi revenir sur la date du juillet, le 1er juillet, où nous avons un rapport qui vient de Borovchanin, avant qu'il ne soit à Srebrenica, avec ses unités. Donc, il s'agit de la pièce P2102. Borovchanin fait un rapport au sujet de sa coopération avec les Scorpions. Donc, nous avons les combats autour de Trnovo-Sarajevo, et là, ils combattent avec Borovchanin. Donc là, ils combattent côte à côte avec l'armée, et la même loi que celle que je viens de citer s'applique. Ça veut dire qu'ils sont placés sous le commandement de l'armée. Et donc là, dans le rapport de Milosevic, on fait une référence directe à ça. Donc c'est clair. Pas seulement que ces victimes de Srebrenica aient été tuées peu de temps après la chute de Srebrenica, mais les unités des Scorpions, qui ont été créées par le MUP de Serbie, travaillent côte à côte
avec la VRS et la police spéciale. Et Mladic, en tant que général, prend la responsabilité de toutes les activités de ces unités et ceux qui sont subordonnés. Les présidents, Monsieur McCloskey, je dois vous rappeler, vous avez peut-être des connaissances par rapport aux autres procès que vous avez suivis, que vous avez couverts auparavant, mais je dois vous rappeler que cette Chambre n'a connaissance que des éléments qui lui ont été présentés au cours du procès. Peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais j'ai peut-être compris la référence que vous venez de faire comme une référence faite par rapport aux autres procès. Et mis à part les constats judiciaires que nous avons dressés, des faits admis et dans d'autres procès, vous ne pouvez pas faire référence à cela. Monsieur McCloskey, oui, je comprends. Mais je suis sûre qu'il est parfaitement clair qui a créé ces unités. Je ne sais pas où cela se trouve, mais cela se trouve quelque part ici. Le président, très bien. Donc, vous faites référence à cette affaire, à rien d'autre. Monsieur McCloskey, bon, peut-être que j'ai aussi fait référence à d'autres affaires. Le président, cela ne nous intéresse pas. Monsieur McCloskey, très bien. Monsieur Ivetic, hier, a parlé assez longuement des exécutions au fleuve Yadar. Dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui, je ne pourrai pas couvrir totalement les événements, mais j'aimerais vous rappeler quelle était la situation. Il a tout d'abord suggéré que le mémoire préalable au procès de l'accusation n'avait recueilli que 6 dépositions pour le fleuve Yadar. En fait, nous n'avons convoqué qu'un seul témoin. Mais si vous regardez le mémoire préalable au procès, nous avons une référence en note de bas de page assez longue qui va au-delà du fleuve Yadar. Les autres personnes mentionnées ont vécu d'autres événements tels que ceux de Kravitsa. Donc nous citons le survivant de cet événement, le témoin RM 314, mais vous avez également entendu un autre témoin, l'infirmière qui avait traité le témoin RM 314 et qui s'appelait Monsieur Subasic. Alors, Maître Ivetic a montré un document médical et il y avait une référence au service CLSS. Une référence latine dans cette traduction était citée. Nous avons examiné le document, nous continuons en fait à faire des recherches à cet égard, mais nous pensons qu'il s'agit là d'une référence à une explosion, une blessure par explosion. J'en ai informé Maître Ivetic, nous allons collaborer avec le service CLSS pour vous donner la meilleure traduction du latin, mais il semble que le dossier médical fasse référence 2 fois à cette expression latine qui voudrait dire une blessure par explosion. Et nous voyons dans d'autres documents que d'autres références médicales sont faites à une blessure par explosion, par opposition à une blessure par balle, même si nous ne sommes pas encore sûrs que ce terme blessure par explosion peut, dans ce cas-ci, faire référence à une blessure par balle. Nous n'en sommes pas encore sûrs, mais nous reviendrons vers vous. Alors, dans son contre-interrogatoire, le témoin RM 314, aux pages du compte-rendu 10.897 à 10.899, Maître Ivetic avait posé des questions au témoin et lui avait montré le dossier médical. Et je cite, il a posé la question suivante. Est-ce qu'ils ont expliqué que leur diagnostic, tel que vous le voyez ici, implique une blessure par explosion qui n'est pas liée à une balle? La réponse, eh bien, on peut voir que la blessure avait été provoquée par une arme à feu et pas une explosion. Fin de citation. Maître Ivetic a montré le document au témoin et le témoin a nié qu'il s'agissait d'une blessure par balle. Ensuite, la pièce 1440. Nous avons déjà vu cette pièce il y a quelques instants, mais c'est une image de la blessure et je demanderai de ne pas diffuser l'image. Le juge aurait, oui, la pièce est sous scellé, elle doit rester non diffusée au public. Vous vous souvenez peut-être que la personne
qui a déposé pour le fleuve Yadar a dit qu'il se trouvait à Konievitch-Polier le matin du 13, qu'on l'a emmené dans un bus avec 15 autres personnes accompagnées de soldats vers les rives du fleuve Yadar, qu'on les a alignés là-bas, le long du fleuve, qu'on leur a tiré dessus, qu'il est tombé dans la rivière, qu'il avait été blessé à la hanche, mais qu'il a pu survivre à ses blessures et suivre le cours de la rivière et en sortir plus bas. He also described Il a également décrit qu'on lui avait tiré dessus, qu'il était tombé dans la rivière et qu'il était tombé sur sa hanche, ce qui lui a provoqué une blessure supplémentaire. Et dans sa déclaration, il dit que la blessure était relativement grande. Dans sa déposition, il a continué à expliquer que le lendemain, il a rencontré un groupe de musulmans qui se trouvaient dans les bois, près de là, et qu'une infirmière l'avait soigné. Il connaissait son nom. Il nous a donné le nom de Muyo Subasic. Et d'après lui, il lui a raconté son histoire et elle l'a soigné. Et vous avez entendu Muyo Subasic, je pense que c'était un témoin relevant de l'article 92 bis. Ce témoin Muyo Subasic nous a dit qu'il ne connaissait pas le nom de la personne, mais qu'il se souvient qu'aux environs du 14, il avait traité une personne qui avait dit avoir été victime d'une exécution en masse. Note de l'interprète, il s'agit d'un infirmier, non d'une infirmière. Reprise des débats. Donc cet infirmier pensait qu'il s'agissait d'une blessure à la jambe, mais il a continué sa déposition en disant qu'il avait soigné tellement de blessures qu'il ne s'en souvenait plus exactement. Donc vous avez cette confirmation. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la photographie, mais je vais continuer mes arguments. Le juge Flugen, on nous dit que le système présente quelques problèmes pour le téléchargement. Nous devons attendre. Le juge Horry, vous faites référence à une photographie et à une annotation. Je pense que cela correspond à la partie arrière gauche du corps. J'arrive à le voir de loin sur l'écran de la greffière d'audience. The photograph is visible. La photographie est visible de loin et on voit la partie supérieure, le tronc d'une personne nue. Il semble y avoir un numéro 1 qui représente une blessure à gauche, sur le flanc gauche. Et un numéro 2 semble indiquer une blessure également, mais plus sur l'avant-gauche du corps. Vous faites référence à cela et nous l'avons vu même si c'était de loin. Monsieur McCloskey, merci Monsieur le Président. Et vous vous souviendrez que le témoin, dans sa déposition, avait dit que la balle était entrée par l'arrière, qu'il avait apporté une annotation et que le point de sortie de la balle était à l'avant. Je ne me souviens pas de quel chiffre représentait quoi. Mais le point d'entrée est très petit et le point de sortie est très grand. Le jugerie, c'est clair. Vous pouvez continuer, Monsieur McCloskey. Et je demanderai que lorsque les juges de la Chambre examineront la conclusion médicale sur la blessure par explosion, qu'ils tiennent compte de ce qu'ils voient sur cette photographie. Il s'agit là d'une représentation de la blessure le 16, lorsque les médecins ont regardé la blessure, après la chute sur la hanche et les hématomes qui en ont découlé.
De plus, pour davantage étayer la déposition de ce témoin et sa crédibilité, vous vous souviendrez de Jean-René Ruez qui a déposé sur ce témoin, sur ce que ce témoin lui avait dit et ce qu'il avait vécu. Tout d'abord, Ruez a déclaré que ce témoin lui avait dit qu'il avait été détenu dans une petite maison de gardien en dehors de l'école de Konievich-Polier et Ruez a retrouvé un garde, une petite maison là-bas qui ressemblait à ce que le témoin lui avait dit en dehors de l'école et l'a consigné dans son carnet. Il s'agit de la pièce 1132, page 49. Il a également déclaré à M. Ruez qu'il avait vu un musulman qui s'appelait Resid Sinanovic à Konievich-Polier ce jour-là, le 13, et Momir Nikolic avait également déposé en disant que Resid Sinanovic était là et qu'en fait, il avait ramassé Resid Sinanovic et l'avait emmené au poste de la police militaire de Bratunac à Selanovic avec Monsieur McCloskey, oui, bonne idée. Le jugerie. Oui, il faudra prendre du temps pour parler de cela. Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 1h moins 25. Puis-je vous lever?